Cette mise en abîme du travail du chercheur, c'est une décision consciente. Quand on a commencé à réfléchir à la bande dessinée, on s'est dit comment présenter au grand public le travail de l'historien, le travail du sociologue. Très peu de gens voient ce qui se passe. La fameuse boîte noire de la recherche, ça reste quand même assez caché. Or, nous, on s'est dit, on va illustrer ça de façon claire. On va montrer au lecteur, en se mettant en action dans la BD, on est devenus des personnages, on montre nos doutes, nos questionnements, comment on a choisi notre corpus, les différentes hésitations qu'on a eues par rapport à qu'est-ce qu'on peut présenter, qu'est-ce qu'on ne devrait pas présenter. Et cette mise en abîme-là démystifie en quelque sorte le travail de tous les chercheurs qui font un métier souvent de l'ombre. Le projet de recherche, en fait, est né d'une conversation que j'avais avec un collègue historien. On s'est mis à réfléchir à comment interpréter le geste suicidaire. Depuis 15 ans, on répertorie l'ensemble des suicides au Québec sur 250 ans dans tous les fonds d'archives, c'est ce qu'on appelle les archives du coroner. Et cette étude-là, ce qu'elle nous permet, c'est de montrer comment le geste suicidaire passe d'un péché à un crime, à un problème de santé mentale, à un problème de société. Nous, cette recherche-là nous a permis de répertorier 18 000 cas de suicide. Et parmi ces 18 000 cas de suicide-là, on a aussi réussi à retrouver plus de 1000 lettres d'adieu, ce qui en fait un corpus unique en son genre à travers le monde. L'idée de la BD nous est venue après plusieurs réflexions, c'est-à-dire qu'au départ, on est des chercheurs, on veut faire des articles scientifiques, on en a fait. Souvent, on va publier des livres savants qui sont assez restreints dans leur auditoire. Et là, on s'est dit, comment parler d'un geste aussi important dans nos sociétés, aussi tabou, de façon à la fois scientifique, mais pas vulgaire, pas voyeuriste. Et donc, la BD s'est imposée d'elle-même. On a eu beaucoup de débats entre nous sur comment on parle du suicide, comment on présente des scénarios suicidaires sans inciter au passage à l'acte, sans mettre des personnes en avant-scène qui n'auraient pas voulu l'être. Mais comment aussi on ne se censure pas, comment on parle d'un phénomène de société qui est réel, qui est important, qui mérite d'être mis en valeur pour mieux le comprendre. Et la BD, elle permet de jouer sur les différents tableaux. Notre publication savante, donc la BD, avait 3 objectifs. Le premier, c'était une mise en abîme du travail du chercheur. On voulait expliquer comment les chercheurs, les sociologues, les historiens, on travaille vraiment pour le grand public. Deuxièmement, on voulait représenter certaines de nos découvertes scientifiques, notamment les fameux scénarios suicidaires qui passent très mal avec des photos ou qui ne rendent pas vraiment la réalité de ce qui s'est passé quand on les écrit uniquement dans un article scientifique. Et troisièmement, c'était d'avoir un public beaucoup plus large que les gens qui lisent les articles scientifiques. Comme vous le savez, les articles scientifiques sont lus souvent par des spécialistes, par très peu de gens. Or, le geste suicidaire, c'est un sujet de société. C'est un sujet qui est encore malheureusement tabou dans nos sociétés occidentales et nous, on trouvait ça important de le démystifier, de le présenter de façon sobre, tout en respectant la rigueur scientifique de ce qu'on fait dans nos travaux traditionnels. Il y a plusieurs cas qui nous ont marqués. Le premier, moi, c'est celui de Marie. Marie, c'est une jeune femme au tournant du siècle qui met fin à ses jours après avoir commis un larcin. Or, on pourrait penser qu'elle a mis fin à ses jours parce qu'elle s'est fait prendre d'un crime. Ça nous paraît un peu absurde. Or, quand on lit ces 3 lettres d'adieu, elle mentionne à un moment donné le secret que Dieu seul et moi connaissons. Et là, ça nous a mis la puce à l'oreille et on s'est mis à lire plus attentivement ce dossier-là pour se rendre compte, en fait, que Marie, elle était enceinte. Ça veut dire quoi? À cette époque-là, quand on était enceinte hors mariage, c'était une mort sociale. Marie, parce qu'elle était enceinte, parce qu'elle n'était pas mariée, parce qu'elle avait eu un enfant, allait subir l'opprobre de la société, allait être une source de honte pour sa famille. Et pour éviter ça, elle a décidé de mettre fin à ses jours et c'est ça qu'elle nous explique dans ses lettres d'adieu quand on reconstruit la nature de son histoire. L'autre cas, c'est des cas qu'on n'aurait pas pu trouver sans une étude socio-historique comme la nôtre. Je vous donne un exemple. Encore une fois, au tournant du siècle, il y a énormément de gens qui arrivent dans les ports de Montréal et de Québec. Ils arrivent,
ils s'achètent des beaux vêtements, ils se louent une chambre d'hôtel et ils mettent fin à leur jour. Comment on explique ça quand on en voit un ou deux ou trois? On a l'impression que c'est des cas isolés. Or, une étude de notre ampleur permet de voir qu'en fait, c'est des cas récurrents. C'est des gens qui quittent leur pays d'origine, qui viennent au bout du monde, littéralement, le Québec à cette époque-là, pour mettre fin à leur jour. Encore une fois, pourquoi? Parce que le suicide, c'est un geste tabou, c'est un geste qui amène l'opprobre à la personne qui met fin à ses jours, mais aussi à sa famille. Donc, de venir au bout du monde, qu'est-ce que tu fais? Tu protèges ta famille en quelque sorte, et surtout, tu n'as plus personne pour t'empêcher de passer à l'acte. Tu as généralement dépensé tout ton argent pour arriver au Québec. Il n'y a plus de marche arrière possible. La personne s'est littéralement peinturée dans le coin et elle met fin à ses jours. C'est un vrai travail d'équilibriste entre respecter la rigueur scientifique. Vous imaginez, d'un côté, on était des sociologues, des historiens. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille sur des données brutes, qu'on analyse ces données-là, qu'on rédige des articles scientifiques. Et de l'autre côté, un artiste qui doit essayer de rendre visuellement des propos scientifiques qui n'ont pas nature à être présentés au grand public sous une forme aussi novatrice que la bande dessinée. Il a fallu avoir une confiance, trouver un équilibre entre le savoir des chercheurs, qui est généralement assez brut, et aussi le côté artistique du BDisme. Et là, ça prenait une confiance mutuelle, ça prenait un échange constant pour être sûr que les images du BDisme respectaient la rigueur scientifique des propos. Parce que pour nous, il fallait que cet ouvrage-là, bien qu'elle soit présentée sous une forme un peu novatrice, c'est-à-dire la BD, reste considéré comme un ouvrage scientifique. Parce que c'est un ouvrage scientifique. On a pris toutes les démarches méthodologiques nécessaires pour que le produit final soit respectueux des règles de la recherche scientifique. La grande fierté pour moi, c'est d'avoir eu une reconnaissance sur les 3 tableaux, scientifique, grand public et artistique. Il y a des revues scientifiques qui ont fait des comptes rendus critiques de notre BD. On a eu énormément de commentaires de personnes, voire même des personnes endeuillées, qui nous écrivaient pour nous dire « Vous avez réussi à mettre des mots, à mettre des images sur des sentiments, sur des feelings qu'on avait de la difficulté à exprimer. » Puis finalement, il y a eu une reconnaissance artistique parce qu'on a quand même gagné le prix BDIS Causa 2021, en plus d'être nominé sur la liste des libraires du Québec, toujours en 2021. Utiliser des nouveaux médiums de diffusion du savoir, c'est quelque chose vers lequel la science devrait tendre. C'est-à-dire que historiquement, on faisait des articles scientifiques qui étaient somme toute lus par très peu de gens, ou en tout cas avec uniquement des spécialistes. On ne peut pas laisser les algorithmes prendre toutes sortes de mauvaises informations alors que la science, elle est là. Elle est juste pas aux endroits où la société y a accès ou très peu. Et en faisant une BD, en faisant un balado, en faisant une vidéo scientifique, ça permet d'élargir nos publics, de montrer c'est quoi la science et de redonner une certaine confiance en la démarche scientifique qui est plus que nécessaire dans la société dans laquelle on vit actuellement.